Bonjour et bienvenue. Vous regardez ou écoutez le podcast Construire une ville sur le quartier des Plaines du Loup et au-delà de ça sur les enjeux de l'urbanisme. Je suis aujourd'hui avec Lia, Gaël et Christophe de Tribu Architecture et on va parler du vide. Alors déjà, est-ce que l'un d'entre vous peut me dire qu'est-ce que c'est le vide dans la construction d'un quartier? Le vide, en fait, c'est, c'est tout ce qui est, qui n'est pas en fait du bâti. Donc, en fait, c'est dans les espaces dans lesquels on vit dans la ville. Les rues, les places, les parcs, tous ces éléments-là, en fait. C'est tout ce qui constitue les espaces publics, les espaces, on appelle ça aussi l'espace ouvert, hein, pour prendre en considération non seulement ce qui est public, mais aussi ce qui est privé. Vous êtes architecte. On a plus tendance à penser, quand on pense architecture, on pense plus à l'espace bâti. Pourquoi est-ce qu'on commence ce podcast en parlant du vide? Parce que c'est le fondamental quand on fait de l'urbanisme, c'est de penser justement à ces espaces-là. De la même manière, quand on conçoit en fait un bâtiment, on ne commence pas par penser aux murs, mais bien aux pièces qu'on va définir avec ces murs. Et donc, à l'échelle de la ville, c'est la même logique en fait. On va d'abord penser aux espaces qu'on va créer avant d'utiliser les briques des bâtiments en fait pour constituer ces espaces. En fait, globalement, le plein n'a de sens que par sa capacité à définir un vide de qualité. Donc le vide est plus important que le plein. Absolument. On va regarder quelques images du quartier. Là, on voit où il est. Donc c'est un quartier dans le nord de la ville de Lausanne, en Suisse. Là, on a une image globale de ce à quoi le quartier ressemblera lorsqu'il sera fini. Le quartier est en cours de construction. Qu'est-ce qu'on peut en dire et qu'est-ce qu'on peut en dire du vide en particulier dans ce plan? Donc ça, c'est le plan d'urbanisme qui est le résultat d'un concours. Et puis c'est vraiment donc par cette trame, ce réseau d'espaces publics qu'on a pensé ce quartier, ce morceau de ville. Et puis l'objectif étant d'en faire justement un quartier qui allait être relié à tout ce qui l'entoure, aux différents quartiers qui étaient déjà là. Parce qu'en fait, ce qu'il faut imaginer, c'est que c'était une friche sportive, donc des grands terrains de sport, un grand vide encore dans un morceau de ville. Et l'idée, c'était vraiment de venir le coudre avec son contexte direct. Donc, on est parti des rues existantes et puis on est venu les prolonger à travers ce nouveau morceau de ville sous forme de ZIP, qui a donné le nom d'ailleurs. Je crois que c'est la parfaite introduction pour cette image. C'est ça l'idée de ZIP, donc de connexion des deux quartiers. Oui, tout à fait. Alors on a distingué des ZIP qui seraient sous forme d'espaces plutôt végétaux, des continuités vertes, et puis des ZIP qui seraient plutôt de l'ordre d'espaces plus urbains qu'on voit en violet ou gris, et puis qui relient de part et d'autre soit des espaces publics, soit des rues existantes, ou justement des corridors biologiques. Christophe, tu montrais ces deux plans pour expliquer la différence de la conception par le vide ou par le plein. Tu peux commenter dessus, puis ensuite on peut revenir sur les Plaines du Loup. Oui, avec plaisir. En fait, cette logique, ça a été qu'au quartier des Plaines du Loup. Nous, on y a réfléchi depuis très longtemps, en fait, en amont. Hein. On s'est intéressé à la thématique des écoquartiers à partir des années, on va dire, à partir de 2003-2004. Et puis, parce qu'on avait une problématique, c'est qu'on arrivait difficilement à faire fi de l'urbanisme moderniste qui a guidé en fait la construction, ou plutôt l'étalement de nos villes à partir des années 40 globalement. Et en fait, cet urbanisme moderniste est basé sur le plein, c'est-à-dire qu'il considère avant tout le bâtiment comme étant un objet que l'on pose dans l'espace, quelque part, dans ce vide. Mais on dessine en fait le plein. Et ce qu'on voit dans ce projet de Le Corbusier à Saint-Dié, c'est qu'on a en fait des formes qui sont définies. C'est l'image de gauche, du coup. Exactement. Et en fait, comme des sculptures dans un parc, quelque part. Et à droite, en comparaison, on a ce plan de Parme, qui est un plan, on va dire, classique, hein, d'une ville classique, où en fait, ce qui apparaît comme étant dessiné, ce sont les rues, les places,
Et on a un seul bâtiment en fait qui ressort fortement, c'est l'église sur sa place, qui elle a une forme en fait définie, alors que tous les autres bâtiments en fait, ça rejoint ce que disait Gaël, en fait, ils sont là juste pour servir le vide. Ils dessinent ces différentes rues, ces différentes places. C'est peut-être un commentaire naïf de ma part, mais tu dis que le plan du Corbusier a été conçu par le plein, mais il est beaucoup plus vide. Exactement, je pense qu'on pourra revenir sur ces questions de densité, mais en fait, cette logique de construction par le plein, en fait, est beaucoup moins efficace au final que la construction par le vide, puisqu'on crée des objets, on a besoin de les éloigner les uns des autres, puisque ce sont des sculptures que l'on veut voir, que l'on veut donner à voir. Et du coup, on doit en fait les écarter les unes des autres. Et l'espace qui en résulte, en fait, un espace résiduel qui ne sert qu'à valoriser au final le plein. Mais on n'a pas pensé à son usage, à sa fonction, à sa destination. Mais quand on parle du coup de ville historique, donc de Parme dans ce cas, il y a le vide qu'on voit là n'est pas le fruit d'un projet d'urbanisme. Alors si, souvent, en fait, on a des visions qui ont été posées à un moment donné. Ce qu'il y a, c'est que ça s'est construit petit à petit. En général, c'est un chemin dans la campagne qui a donné une rue, ce qui fait que des fois, on a des rues qui sont sinueuses dans les villes. C'est assez fréquent de retrouver des rues qui en fait étaient des chemins dans la campagne. Donc en fait, ces éléments-là ont été soit dessinés par le fait qu'on avait dessiné un espace, puis ensuite on vient construire autour de cet espace. C'est la construction en général d'une ville, elle s'est faite de cette manière-là. Donc en fait, on l'a dessiné, on a défini cet espace. Et ensuite, souvent, les places ont été dessinées à un moment donné. Elles ont été agrandies certaines fois, donc on a démoli, reconstruit, avec cette vision de faire une place. Si on prend la place Saint-Marc à Venise, par exemple, elle s'est construite sur plusieurs dizaines d'années, centaines d'années. Et globalement, si on prend particulièrement les villes italiennes, la plupart ont fait l'objet de plans d'urbanisme, c'est-à-dire de partir de la structure médiévale. Les papes ont beaucoup en fait œuvré, notamment pour justement améliorer les villes du point de vue de l'embellissement et aussi de la structure urbaine, avec aussi un phénomène de dégagement en fait de place autour des monuments qui était même beaucoup plus, notamment les églises qui étaient notamment beaucoup plus à l'intérieur du tissu bâti. Donc nombre de villes ont fait l'objet d'un plan, on va dire, d'évolution urbanistique, mais qui partait sur la structure médiévale qui s'était construite de manière, on va dire, vernaculaire ou au fil des époques. On peut peut-être revenir du coup sur les plaines du Loup. C'est quoi la particularité du vide dans ce quartier-là ? Je pense qu'il y a cette logique de vouloir hiérarchiser le vide, en fait, et de repartir des espaces, de l'espace fondamental, l'espace public fondamental. En fait, le premier espace public, c'est la rue. Alors, l'expression « avoir pignon sur rue », à un moment donné, au Moyen-Âge, la ville est née en grande partie liée au commerce. C'est le lieu où on va pouvoir venir échanger ses marchandises, son savoir. Et donc, avoir pignon sur rue, c'est être visible de l'espace public. Et quand on a une ville médiévale, par exemple, qui est un conglomérat de bâtiments où on essaye de densifier, d'utiliser un maximum l'espace dans les murs, dans l'espace protégé, pour donner un exemple. Mais la rue, en fait, elle devient extrêmement importante et tout le monde aimerait avoir pignon sur rue, avoir une façade qui donne sur la rue pour pouvoir justement commercer, être en rapport avec le public. Donc ce premier espace public de la rue, on l'a perdu au cours du XXe siècle avec l'arrivée de la voiture, en fait, qui a confisqué cet espace, qui l'a rendu plus du tout attractif. Et il a fallu attendre, on va dire, les années 70-80 pour retrouver une piétonisation des centres-villes, pour dire, voilà, on va essayer de récupérer ces espaces dans les centres-villes pour le piéton, mais pour le commerce aussi.
Et c'est amusant, on voit qu'aujourd'hui, on est encore complètement assujetti à cette logique du commerce qui a besoin de stationnement, qui a besoin de la voiture et tout. Et toutes les statistiques, toutes les études montrent exactement le contraire. C'est moins on a de voitures, plus on a de commerce. Est-ce que ça a été une lutte dans la conception de ce quartier, d'avoir ces zones sans voiture, ou est-ce que ça a été accepté facilement? Alors disons que c'était un peu dans les données de base de ce quartier. Hein, ce quartier répond en fait, nous on a répondu à un concours qui a été lancé en 2010. C'est donc ce concours, on a reçu un cahier des charges qui était relativement conséquent, bien construit, puisque en fait il y a eu 4 années pour quelque part construire ce cahier des charges, définir les volontés de la ville par rapport à ce quartier. Et il y avait 4 objectifs principaux. C'était construire un morceau de ville dense. Donc ça, c'est déjà assez intéressant. C'est un morceau de ville. Donc considérer que ce n'est pas un quartier satellite, un nouveau quartier pour lui-même, mais c'est un morceau de ville. Donc, qui nous a amené aussi à le considérer comme un morceau d'un puzzle, hein, de venir combler un vide dans la ville. D'où le fait de tisser ces différents liens. Quand tu dis morceau de ville, ce serait en opposition, par exemple, à une cité dortoir? C'est ça, exactement. Deuxième élément, d'ailleurs, c'est les mixités. Mixité fonctionnelle et sociale qui étaient demandées dans ce quartier. On avait ensuite l'exemplarité énergétique, on va dire, et environnementale, qui était souhaitée dans le quartier. Et en gros, du coup, ces objectifs nous ont guidés assez clairement dans la définition de ce quartier. Et donc, la présence de la voiture était de toute façon relativement limitée dans l'idée de la ville, dans le quartier. Donc non, ça n'a pas été compliqué de faire passer en fait ce principe de rue comme premier espace public. Tu disais il y a eu un concours, donc il y a eu d'autres projets à part le vôtre. Il y a des différences majeures entre votre projet et les autres. Parce que donc, les autres ont dû se conformer à ce même cahier des charges, mais ils avaient probablement des solutions différentes. Oui, alors on a justement ressorti le rapport du jury pour voir. Il y avait une 60aine de projets qui ont été rendus, donc 60 projets très différents. C'est vrai qu'il y en a qui se rapprochaient plus de la première image, de celle de Le Corbusier, donc de plein au milieu de parcs. Et nous, c'est pas comme ça qu'on a conçu le projet. On est finalement beaucoup plus dans une ville classique. Et ça, c'était la différence majeure. Il y avait un peu 2 familles de projets. Celle qui composait le quartier par la rue, et puis celle qui construisait des plans dans un vide. C'est aussi une particularité, et ça, je pense qu'on était quasiment les seuls. Et ça amène aussi un deuxième espace public majeur du quartier, c'est cette avenue des Plaines du Loup. Hein. Ça s'appelle la route des Plaines du Loup, mais nous, on a toujours voulu l'appeler l'avenue des Plaines du Loup pour être un lieu de vie, en fait. Cette avenue des Plaines du Loup, en fait, elle borde toute une partie du quartier, hein, toute la partie qui est construite aujourd'hui. En fait, elle ne fait que le border. Mais nous, on a considéré justement que le nouveau quartier devait être juste combler un vide, venir construire une partie, et que le quartier en lui-même, c'est tout le plateau de la Blécherette, c'est pas uniquement ce nouveau quartier. Et donc considérer en fait cette avenue des Plaines du Loup comme étant l'axe central, cette colonne vertébrale du quartier, c'est aussi reconnaître en fait que le quartier ne s'arrête pas aux nouvelles constructions. Et la plupart des concurrents du concours, quand ils étaient dans une logique de dessin d'espace public, recréaient une rue à l'intérieur. Et peut-être aussi la spécificité du projet, c'est qu'on ne s'est pas vraiment arrêté au périmètre du concours. On s'est permis justement de traiter cette colonne vertébrale de manière asymétrique en se disant on peut aussi proposer du côté des quartiers existants des dilatations que cette colonne vertébrale vienne bénéficier en termes d'espace public à tout ce quartier. Et donc, d'un côté, il y a ce nouveau quartier avec un front qui est beaucoup plus présent, et puis de l'autre, on proposait des poches qui venaient coloniser en fait des vides assez peu qualifiés dans les quartiers en leur donnant un statut pour venir raccrocher
ces 2 pièces. Donc, on a vu la future avenue des Plaines du Loup qui fait la colonne vertébrale. On a parlé avant des rues transversales. On peut continuer à parler de ce que tu mentionnais, la hiérarchisation de l'espace. Absolument. Ensuite, on a en fait pour passer au travers justement de ce quartier, donner une porosité à ce quartier et ces grandes parties en fait qui prennent place sur ces friches sportives, et bien d'avoir en fait, on a appelé ça des traverses, justement pour éviter de recréer une rue au milieu de ce nouveau quartier qui introvertirait en fait complètement le quartier et nierait les liaisons avec les quartiers voisins. On a créé en fait une série d'espaces qui peuvent être des petites rues, des places, des esplanades en fonction des différentes pièces urbaines. Et du coup, ces espaces vont accueillir différents types d'activités. Ça va devenir juste à côté, dans la pièce urbaine d'à côté, ce sera le parvis de l'école. Dans la première pièce urbaine dans laquelle on est aujourd'hui, voilà, c'est juste une traversée de cet îlot, mais relativement large, qui permet aux habitants des différents bâtiments de cette pièce urbaine de se réunir. Et l'idée, justement, c'est d'avoir un décalage entre chacun, et pas forcément un alignement de toutes ces traverses, pour qu'on puisse déambuler à l'intérieur du quartier, mais pas que ce soit une liaison non plus fonctionnelle. On n'utilise pas forcément ces espaces-là pour aller au centre-ville. Typiquement à vélo, les vélos sont tolérés dans ces espaces la plupart du temps, mais c'est pas par là qu'on va aller. On va passer si on veut descendre au centre-ville ou à la gare. Donc c'est un espace qui est à l'usage des habitants, des piétons. C'est ça. On voit une image. Ça, c'était une image du concours. Oui, alors ça c'est une rue. Ouais. Voilà. On a une traverse. Je pense sur une autre image juste après. Ah pardon, ça c'est c'était les traverses. Ouais, voilà. Ça c'est les traverses. Ça c'est les traverses. Et ça c'est une image. Voilà. Donc là clairement on est sur une petite placette, vraiment. Et l'idée justement c'est de permettre aussi, puisqu'on était très en amont dans cette planification en 2010, on a travaillé le concours en 2010 et on a travaillé sur le PDL principalement en 2011. Du coup, et plan directeur localisé. Oui. Et du coup, on était très très en amont, puisque c'était il y a 12 ans maintenant. Et donc on voulait aussi laisser une liberté au projet de pouvoir évoluer, que chaque pièce urbaine puisse créer ses atmosphères, ses espaces spécifiques. Une des volontés aussi, c'est d'avoir des caractères très différenciés entre les différentes rues. C'est des espaces très larges qui vont être aménagés de manière assez très arborisée, avec une présence très très faible des zones de circulation. Et donc qui vont créer des véritables espaces publics qui pourront être animés. Globalement, ce qu'on peut voir aussi sur le dessin du concours et par rapport au quartier environnant, c'est qu'en fait, cette définition du vide par les bâtiments, en fait, elle apparaît sur le dessin. Pour définir une rue, Christophe a parlé de pignon sur rue. Une rue, c'est pas qu'une voirie, c'est en fait un espace, et un espace qui est défini par des façades de bâtiments. Et sur le plan, en fait, ces rues, elles apparaissent indépendamment de la teinte qu'on leur a mise, parce qu'elles sont entre des bâtiments, ou alors elles sont, si on prend celle qui est entre le parc du Loup et la pièce urbaine en fait, elles sont définies par 2 éléments qui sont très clairs. Et si on regarde en fait les parcelles environnantes, d'ailleurs qui sont grisées aussi, c'est pas pour rien en fait sur le plan, vous voyez les bâtiments qui sont en blanc au centre d'un parcellaire qui est dessiné avec un petit trait noir. Et en fait, on a une équivalence d'espace autour d'un bâtiment qui a été posé au milieu d'une parcelle. Et globalement, c'est exactement l'inverse qu'on a souhaité faire, c'est que justement, les bâtiments se mettent plutôt en bordure justement des vides qu'ils définissent. Et c'est ainsi que naturellement apparaissent en fait les rues comme apparaîtrait une chambre, un salon, une cuisine par les murs qui la composent. Et ça, c'est
voilà, encore une fois, je pense que c'est vraiment un des éléments qui est caractéristique et qui montre bien cette différence par le vide ou par le plein. Et après, à travers justement la composition, enfin le placement des bâtiments pour déterminer le vide, on a une hiérarchie en fait d'espace. Donc l'avenue qui commence à se dessiner naturellement par le front qui se trouve donc à l'ouest du nouveau quartier. On a les rues, et puis après les venelles, et puis en plus, ça crée d'autres types d'espaces, c'est-à-dire les espaces qui sont à l'intérieur, les intérieurs d'îlots, quelque part, et qui permet en fait une hiérarchisation du plus public au plus privé. Ce qui est difficile à faire, sauf par des aménagements paysagers ou d'autres éléments, quand en fait on a une équivalence de rapport avec un bâtiment qui est au milieu d'un espace. Et cette différence de qualité de vide et de publicité ou de privacité, on pense qu'elle est très très importante justement pour gérer les transitions sociales et les échanges et les moments en fait de la vie de la société globalement. C'est que ça permet d'avoir des espaces très animés où on est en contact avec beaucoup de personnes, il y a une vie, on est vu H24, et puis d'autres par contre où on peut se retrouver dans une situation un petit peu paisible. Et c'est cette qualité et cette variation en fait de qualité d'espace qu'on pense qui est absolument indispensable pour trouver une ville qui soit une ville de qualité. Et de casser une image peut-être d'Épinal qui est, la ville c'est bien pour aller peut-être faire ses courses, aller au marché, pour des questions culturelles et autres, mais par contre, pour vivre au quotidien, pour élever des enfants, il vaut mieux être dans un environnement plus calme, quoi. Et la ville, elle doit pouvoir offrir toutes ces possibilités-là, ce qui est possible justement avec cette qualification d'espace, de vide, de nature et de qualité différentes. Mais alors ça me mène une autre question. Donc moi, je ne suis pas architecte ou urbaniste. Et du coup, dans ma perception de personne extérieure au métier, je vois que j'ai l'impression que la ville planifiée n'a pas toujours bonne presse. On parle de Brasilia, de Chandigarh comme étant des grands projets, mais qui ne fonctionnent pas nécessairement avec l'usage que leurs habitants devraient en faire. Est-ce que c'est des critiques valides et quelles sont les conditions pour bien planifier une ville ? Alors globalement, les exemples que tu as cités sont tous des exemples de villes nouvelles. Et la ville nouvelle, quelle que soit son échelle, même les villes nouvelles, tentatives de cité industrielle ou cité jardin, ou quels qu'ont été les essais de villes nouvelles, se sont toujours confrontés à la même situation, c'est-à-dire on doit créer quelque chose ex nihilo. Ce qui n'est pas du tout le cas de l'exemple qu'on a vu à Parme, ce qui n'est pas du tout le cas du plateau de la Blécherette, pour aller un petit peu plus loin que le quartier des Plaines du Loup, vu qu'il s'agit bien en fait d'une métamorphose à cet endroit-là du plateau de la Blécherette, et pas de créer un nouveau quartier aux Plaines du Loup. Et en fait, il y a toute une structure, il y a tout un matériau qui existe déjà. Et donc, on est dans une situation qui est complètement différente. L'échelle peut, parce qu'on parle à peu près de 10 à 11 000 habitants-emplois, d'un certain nombre d'hectares, l'échelle peut nous faire penser à un genre de ville nouvelle, mais en fait, ce n'est pas du tout le cas. Qu'est-ce qui rend impossible, ou qu'est-ce qui rend plus difficile la création d'une ville ex nihilo ? Peut-être la différence ici, c'est déjà, elle est connectée à la ville par tout un réseau d'espaces publics, mais de transport public aussi. Donc, on fait partie de Lausanne. Et donc, c'est possible de s'y déplacer, c'est possible de continuer à avoir une relation au centre-ville, ce qui n'est pas toujours le cas dans des nouveaux quartiers qui peuvent être excentrés ou mal connectés. Après, dans les exemples de ces villes nouvelles, la plupart ont été basés justement sur cette logique d'urbanisme moderniste. Et Brasilia, c'est l'exemple même de la ville moderniste construite, puisque typiquement le plan de Saint-Dié ne s'est pas réalisé, le plan voisin de Le Corbusier à Paris ne s'est pas réalisé, mais dans ces exemples vraiment aboutis, on a Brasilia. Mais c'est vraiment cette ville moderniste, c'est-à-dire des objets connectés entre eux, reliés entre eux par des réseaux. On ne parle plus de rues, on parle de réseaux. Et ces objets, en plus, ils ont une fonctionnalité très déterminée. On n'a pas de mixité. On va mettre tout ce qui est de l'habitat dans un coin. D'ailleurs, Le Corbusier parlait de machines à habiter, reliées justement par la voiture à des
centres commerciaux, à des zones de travail, etc. Donc tout était séparé. Et ce qu'on cherche aujourd'hui, en fait, avec cet urbanisme durable, hein, quelque part, c'est de revenir à de la mixité à toutes les échelles et de retrouver, en fait, la proximité, le déplacement à pied et retrouver justement l'usage de ces rues, de ces espaces publics. On peut faire un pré-mortem. Dans 20 ans, les habitants des Plaines du Loup, qu'est-ce qu'ils pointeront et ils diront ah, ça, franchement, ils auraient pu faire différemment. Je pense qu'il y a beaucoup de choses quelque part qui peuvent être faites encore mieux. Je pense on n'est pas. C'est dans les premiers. Je pense que c'est un des premiers quartiers qui est relativement abouti sur plusieurs sujets. On reviendra sur les questions de programmation, sur les questions de type de logement qu'on va retrouver dans le quartier. Mais on peut aborder la question, par exemple, de la pleine terre, où je pense que c'est un des premiers quartiers où on est 100% en pleine terre pour tous les espaces extérieurs. Alors, qu'est-ce que c'est la pleine terre ? La pleine terre, c'est en fait au moment où on a un espace extérieur qui n'a pas de construction souterraine en dessous. Donc, d'accord. Et qu'est-ce que ça amène comme avantage ? Alors on va pouvoir justement planter des arbres qui vont pouvoir grandir et générer de la fraîcheur, de l'ombre et des espaces publics de qualité qui vont aussi permettre à l'eau de s'infiltrer correctement. on a vu ces dernières années et encore récemment des épisodes d'orage violents avec de l'eau qui déborde, qui envahit la gare, par exemple, à Lausanne, hein, maintenant assez régulièrement. Avec de la pleine terre, en fait, on va avoir beaucoup plus d'infiltration, donc beaucoup plus de ces épisodes de pluie qui vont pouvoir s'infiltrer directement et donc pas avoir besoin d'être collectés dans des réseaux pour être acheminés au final jusqu'au lac, hein, ici à Lausanne. Et d'ailleurs, ces aménagements du coup en pleine terre à l'extérieur peuvent avoir des espaces qui sont inondables. Et donc, plutôt que d'inonder les rues, les places, la gare et tous les commerces qui sont avoisinants, on va inonder temporairement des espaces extérieurs qui ont été conçus pour supporter ces éléments-là. Donc voilà, donc la pleine terre permet ça. On peut le faire différemment en construisant des énormes cuves de rétention, hein, c'est ce qui se fait, c'est ce qui se faisait en fait, en tout cas ces dernières années. Mais là, la tendance est vraiment très fortement à dire voilà, on va essayer de retrouver le cycle de l'eau et donc arrêter de déplacer l'eau, quoi. Essayer de la conserver là où elle tombe. Et ça a aussi un gros avantage, c'est que ça permet d'avoir une terre vivante. Puis peut-être on peut apercevoir derrière, c'est vrai que la tendance ce serait qu'il y ait un parking sous cet espace de cœur d'îlot, parce qu'on doit mettre X voitures sous ces bâtiments. Le fait qu'il n'y en ait pas fait que vraiment les arbres ils vont pouvoir croître et tous ceux qu'on aperçoit qui ont été plantés ces dernières années, ils auront une taille de 20 mètres dans quelques temps et puis généreront vraiment des espaces de qualité, ce qu'on n'arrive plus du tout à obtenir dans les projets qu'on construit parce que les arbres n'ont pas de quoi se grandir. Mais donc finalement, quand tu parles du coup de goudronner et ensuite faire des bassins de rétention, c'est un peu on lutte contre la nature. Et puis là, on arrête de lutter contre la nature et on accepte. C'est ça un peu. Oui, je pense qu'au niveau de l'eau, hein, on a vu tous ces projets en fait de canalisation des cours d'eau qui ont eu lieu, on va dire, les 2 siècles passés. On a essayé justement, en effet, de dominer la nature, de canaliser pour éviter ces crues qui faisaient des dégâts considérables. Et puis, aujourd'hui, on est dans une logique tout autre où on essaye de renaturer ces cours d'eau. Et on les analyse, on essaie de les comprendre. Encore aujourd'hui, il y a tous les EPF qui travaillent énormément là-dessus pour comprendre les phénomènes hydrauliques pour pouvoir maîtriser en fait le développement mais naturel de ces cours d'eau. Et donc en effet pas dompter la nature mais travailler avec et du coup prévoir quels vont être le comportement d'une rivière pour ne pas construire au mauvais endroit plutôt que de la canaliser puis essayer de la forcer à prendre un chemin qui n'est pas le sien. Je pense que
dans 20 ans, il pourrait y avoir 2 sujets de réflexion. Un, principalement, je pense, ce sera le rapport à la technologie. Quand on dit qu'ils auraient pu mieux faire ou moins faire, je pense que là, il y aura un constat qui est soit c'est pas assez technologique, soit c'est encore trop technologique ce quartier. Dans le sens où, et j'espère que le constat qui sera posé, ce sera plutôt le deuxième que le premier, c'est-à-dire qu'on reste dans des machines à habiter, dans le sens alors là, on part plutôt à l'intérieur en fait des bâtiments qui en fait survivent ou fonctionnent avec quand même une certaine technologie et un certain standard en fait de confort. Et ces éléments-là, je pense qu'on aura dans 20 ans un autre regard par rapport à qu'est-ce qu'il faut pour faire fonctionner justement des bâtiments. Et que là, potentiellement, dans un idéal, on peut aller encore plus loin que ce quartier, c'est-à-dire d'utiliser moins d'énergie, d'utiliser moins de systèmes techniques de ventilation et autres. Donc voilà, moi j'espère que c'est ce constat-là qui sera fait, tout en disant qu'à l'époque, c'était déjà aller assez loin que de planifier et de réaliser un quartier comme celui-là. Et puis la deuxième chose, je pense que c'est globalement la valorisation. Alors là, on revient un petit peu plus sur la notion du vide et de la relation en fait de l'espace. C'est qu'on est encore beaucoup à valoriser les orientations sud et ouest dans les logements, les places et en fait tous les espaces. Et que cette attitude, elle va changer en valorisant, je pense, de plus en plus aussi des orientations nord dans des périodes, en fait, à peu près la moitié de l'année pour des environnements qui ont une lumière plus continue, qui ont un ombrage qui est plus naturel. Et là, si on s'intéressait à l'ensemble des plans des différents bâtiments, voire même des orientations des places, on constate quand même qu'il y a une préférence d'une orientation sud ou ouest. Et à mon avis, ces éléments-là, dans 20 ans, on aura un regard un petit peu différent et on souhaitera un peu plus de valorisation en fait, de ces autres orientations. Pour revenir sur ton premier point de la ville qui est trop ou pas assez technologique, juste pour se faire une image, c'est quoi que tu appellerais maintenant des bâtiments ou un quartier existant, tu dirais c'est trop technologique? Notre mode de vie étant trop technologique, tout est trop technologique aujourd'hui. On a beaucoup trop de prises dans tous les murs de l'entier des pièces qu'on a. On a beaucoup trop d'accès à de l'eau en fait courante. On a 3-4 robinets dans chaque appartement. En fait, il y a une série de choses où on fait plus. Et on a peu de dispositifs en fait assez simples justement pour récolter, attendre, même dans les espaces publics en fait, et pas que à l'intérieur des maisons. Donc on vit perfusé de technologie. Peut-être c'est de nouveau, peut-être une question naïve, mais pourquoi c'est mal? Parce que je pense qu'il va y avoir des gens qui vont nous écouter qui vont se dire mais c'est très bien d'avoir toutes ces prises électriques, c'est pratique. Alors c'est tout à fait pratique. La réflexion de faire un écoquartier, on parle de sociétés compatibles à 2000 watts, de plus en plus d'autosuffisance, en fait, est un petit peu incompatible avec le fait d'avoir des commodités qui sont disponibles H24. En fait, on se pose peu la question de comment un quartier et donc les bâtiments qui le composent pourraient vivre avec potentiellement une alternance d'eau à disposition, une alternance de courant électrique à disposition, parce que si on en produit de manière photovoltaïque, eh bien on va en produire plus à certains moments, moins à d'autres. On n'est pas du tout encore entré sur ce débat d'accès qui peuvent être potentiellement limités ou différents selon des périodes de l'année ou des périodes de saison. Un quartier, un bâtiment, ça doit fonctionner 24 heures sur 24, 365 jours par année avec son plein potentiel. Je pense que ça, ce sera un sujet qu'il faudra qu'on creuse plus dans l'épisode sur les ressources. On est peut-être en train de s'éloigner du vide. On va parler des espaces publics. Espaces publics majeurs, oui. Effectivement, on a réfléchi le quartier avec cette trame, et puis il y a 4 espaces publics majeurs qu'on a à chaque fois aussi voulu brancher de manière logique, en s'ancrant sur ce qui existait.
Donc il y a finalement 2 espaces qui sont préexistants. Celui du pré des casernes, on a voulu reconnaître que cet espace il existait tout au sud du quartier, et puis qu'il fallait peut-être le requalifier ou le valoriser, mais c'était en tout cas l'accroche au centre-ville de Lausanne. Et puis la promenade de la Blécherette, qui est cette articulation avec finalement la zone de l'aéroport et puis du nouveau stade de la Tuilière, qu'on voyait comme un parc de quartier, puis aussi une accroche déjà existante. Puis après, dans les 2 espaces publics majeurs qui sont créés plus au centre, on a le parc du Loup puis l'esplanade des sports. Et ça, c'est 2 grandes respirations qui ont des qualifications assez différentes. Il y en a un, c'est vraiment un statut de parc qu'on vient connecter en fait aux 2 cordons boisés existants qui existent. Le parc du désert, qui est cette forêt sur le coteau ouest, et puis le parc du Bois Mermet, je ne sais pas s'il a un autre nom, en direction d'Entrebois. La forêt du Bois Mermet, oui. Voilà, avec la Louve qui passe au fond, et puis qui est un vrai poumon vert. Et puis on a ce parc qui vient faire la connexion au milieu. Et on avait fait tout un travail de dimensionnement de ces espaces publics lors du plan directeur localisé, c'est-à-dire qu'on avait pris d'autres dimensions de parcs et de places en Suisse et en Europe pour voir un peu à quoi ça correspondait ces dimensions, quel type d'espace existait déjà dans ces dimensions-là, pour pouvoir se dire, pour 10 000 habitants emploi, quelle est l'échelle qui est juste. Donc voilà, il y a tout ce travail de comparaison. Puis après, on a l'esplanade des sports. Et là, peut-être pour revenir un peu en arrière, aujourd'hui, il y a le stade de la Pontaise qui est à cet endroit-là, qui est d'ailleurs qui avait été enlevé au stade du concours parce qu'on avait fait le choix de viser une densité d'habitants qui ne permettait pas, en le conservant, d'avoir ce nombre de logements nécessaires. Peut-être aujourd'hui, c'est une remise en question de le garder, et puis comme élément patrimonial, et puis aussi comme manière de faire la ville. Mais à l'époque, on l'a enlevé, et justement, il y avait ce caractère sportif qui était très présent, et puis la volonté, c'était de teinter cet espace en y mettant des espaces de sport, des terrains de tennis, de conserver le portique avec les anneaux olympiques, et puis d'aller dans ce sens de l'identité du quartier qui est très sportive. C'est cette image-là. On a le portique du stade sans le stade. Voilà. Lui-même. Mais ça faisait aussi suite à des discussions. On avait organisé avec l'association Droite Cité en 2007, si je ne dis pas de bêtises. On avait organisé un safari urbain, donc une visite de ce quartier, puisqu'on savait qu'il allait muter. Et du coup, on avait organisé une visite avec les habitants du quartier, avec les personnes qui étaient intéressées au développement de la ville. Donc on était une quarantaine de personnes à se balader dans le quartier. Et puis du coup, on avait interrogé les habitants sur leur rapport au stade. Et tous étaient assez unanimes sur le fait de dire qu'en fait, ils étaient fiers d'habiter le quartier du stade. Que c'était une identité très forte pour eux, en fait, ce stade, et le fait d'habiter le quartier du stade. Par contre, ils n'y allaient pas forcément. En fait, ils n'allaient pas forcément voir des matchs, pas plus qu'en fait n'importe qui à Lausanne, voire dans le canton de Vaud, quoi, quelque part. Et donc ce rapport-là, c'était vraiment ce rapport de symbolique au final. Et c'était suite à ces discussions qu'on avait eues, on avait pris ce parti de dire, on va conserver en fait la partie symbolique avec ce portique, mais aussi dans sa fonctionnalité, puisqu'en fait ce portique aujourd'hui, il donne accès au parvis du stade. Même s'il est en général encombré de véhicules, mais à la base, c'est vraiment le foyer, entre guillemets, du stade. Cet espace-là, c'est un espace qui est un espace public qui à la base, qui sert le stade. Donc voilà, on avait eu cette idée de conserver le portique dans sa forme et sa symbolique, mais aussi dans sa fonction. Et donc, il donnait accès à ce grand espace, cette grande esplanade des sports. Il y a un dernier sujet dont on n'a pas parlé, c'est les paysages. Un sujet qui vous tenait à cœur. Oui, en fait, quand on parle justement de ces espaces ouverts, de ces espaces du vide, de ces espaces publics, c'est aussi une logique de traiter les paysages
quand on dit les paysages, c'est qu'il y a toujours deux types de paysages. Les paysages en fait qu'on va créer à l'intérieur du quartier, paysage interne, hein, c'est donc, en gros ce qu'on voit derrière nous. On a créé ce paysage à l'intérieur de cette pièce urbaine. Et puis bien sûr le rapport aussi au grand paysage. Et très souvent, de nouveau dans la logique moderniste, en fait, on a une logique de privatisation du grand paysage, où ce qu'on va essayer de faire, c'est de donner accès depuis les logements au grand paysage. Et donc ceux qui sont bien orientés ont le paysage, ils vont le cacher à d'autres, globalement. Et nous, on a toujours eu une logique de vouloir, en fait, donner accès au paysage par les espaces publics aussi, ou des espaces collectifs, ou ce genre de choses. Et donc on a réfléchi aussi l'implantation des différents espaces publics en fonction des ouvertures sur les différents paysages, hein, que ce soit le Jura au nord-ouest, on a le lac et le Jura à l'ouest, avec un belvédère qui se situe au bout de cette grande esplanade des sports. On a cette avenue des Plaines du Loup aussi qui nous donne ce dégagement au sud sur les Alpes, pas forcément le lac depuis ici. Et puis ensuite, après, il y a une logique dans les bâtiments aussi de travailler en offrant des terrasses. Hein, c'est le cas ici dans le bâtiment du Bled, où on a une terrasse collective au 5e étage. Et grâce au recul qu'on a avec le parc et le parc est juste à côté, bien en fait, on arrive à avoir une vue sur le lac, sur les Alpes, depuis des espaces qui peuvent être collectifs. Ce qui est intéressant d'ailleurs dans toute cette pièce urbaine, tous les bâtiments ont un espace en terrasse qui est collectif. Donc sur les toits ? Sur les toits, oui. Oh, ça, c'est quelque chose qui manque à Lausanne. Exactement, c'est souvent des espaces qui sont privatisés. Et donc voilà, donc penser ces paysages de la petite échelle au final de ces cœurs d'îlots, de ces cœurs de pièces urbaines dans les rues, penser les perspectives, les ouvertures que ces rues amènent. De nouveau, hein, on a la logique fonctionnelle de la rue, de pouvoir se déplacer, de pouvoir passer d'un quartier à l'autre, hein, avec ce côté de ces continuités de ces rues, mais ça donne aussi des perspectives et des ouvertures du coup qui sont fortes. Hein. Si on prend un exemple qui est extrêmement flagrant, c'est Manhattan, où en fait on est dans une ville, la ville, c'est pas la plus dense du monde, mais c'est une des villes les plus denses, et en fait on a toujours une perspective qui s'ouvre, soit avec les rues sur l'East River ou sur l'Hudson de l'autre côté. Mais en fait, ce travail-là, il est important pour offrir ces vues, ces perspectives, ces paysages. Et ce rapport au soleil qui se couche, au soleil qui se lève, et tous ces éléments. Ah, mais c'est un mini Manhattan lausannois, en fait. C'est ça que vous avez fait. Avec un mini Central Park. Exactement. Mais là encore, ces échelles différentes, elles sont extrêmement importantes. Le rapport au lointain, c'est pour comprendre aussi où on se situe, comme l'a dit Christophe. Et puis après, la plus petite échelle, la diversité justement de ces vides et des tout petits paysages qui permettent de faire d'autres choses, elle permet d'avoir d'autres pratiques. Globalement, si on reste bloqué sur un rapport à l'extérieur qui est soit on se promène, soit on s'arrête pour regarder ou on prend un café, et bien finalement, on a un type de paysage qui convient très bien. Mais si on veut jouer aux cartes, par exemple, sur une table à l'extérieur, retrouver des pratiques en fait qui se font à l'extérieur qu'on a un petit peu perdues, et ben on n'a pas du tout envie ni besoin de la même qualité d'espace, de la même qualité de paysage. Si on fait une activité calme où on a justement des objets, je reprends l'exemple de jouer aux cartes, et ben dont on a envie, c'est de l'ombre et pas de vent finalement. Et c'est là où c'est, encore une fois, extrêmement important de non seulement valoriser, on va dire, le site, qui est une attitude très lausannoise, mais également valoriser des pratiques et des conditions qui permettent une diversité d'usages pour retrouver, en fait, une vie au quotidien à l'extérieur. Soyons latins, que diable. On va conclure sur ça.
Ah, pardon. Moi, je pensais à quelque chose, tu demandais ce qui pouvait être reproché peut-être dans quelques années. Mais il y a une chose qu'on constate en vivant sur place, dans cette notion de zip et de vide, c'est qu'il y a certains de ces zips et de continuité qu'on a imaginés et on voit aujourd'hui qu'elles fonctionnent en fait. On voit des flux de personnes circuler dans ces rues, venir des quartiers avoisinants pour venir au Café du Loup ou au parc et inversement, on va se promener dans la forêt. Et donc, il y a encore des choses à régler sur la position des passages piétons pour que ces continuités elles soient vraiment fluides. Et puis aussi peut-être que ces rues existantes soient plantées, soient requalifiées. Mais en tout cas, on commence à apercevoir ces circulations dans les vides qui relient le quartier. Puis ça, voilà, ça commence à vivre. C'est cool, ça fait plaisir. Bon, bah merci. Le prochain épisode, on parlera du plein, du coup. On verra l'autre côté. C'est ça ? Merci beaucoup. Exactement. Merci. Merci. Merci.